Bonjour à toi, cher spectateur et fan de Cambriole ou de Arsène Lupin. Et aujourd'hui, on va parler d'un remake qui fait un peu polémique, remake slash suite, mais j'ai bien envie de dire que c'est un remake quand même au vu de la gueule du film. Ocean's 8, réalisé par Gary Ross. L'histoire, pour faire très simple, c'est celle de Debbie Ocean, qui est donc la sœur de Danny Ocean, qui après 5 ans passés en prison suite à un espèce de vol pourri qui a mal tourné, va lancer une grande entreprise, celle de faire le plus gros braquage de bijouterie de l'histoire de la cambriole, celle du cou de Daphne Kluger. Alors quand j'entends cou, j'entends pas son vrai cou, c'est un collier qu'elle va porter durant le bal annuel du Met, qui est estimé à 150 millions de dollars. Et voilà, elle va former une équipe. Enfin voilà, c'est exactement la même formule que ceux réalisés par Steven Soderbergh. C'est la même chose. Pour cette vidéo, vous vous doutez bien, vu que c'est un remake slash suite d'un film avec que des hommes, mais ici c'est avec que des filles, j'avais envie d'avoir un point de vue féminin. C'est pour ça que Marie est là. Marie, une magnifique agent de cinéma qui travaille dans le même cinéma que moi, qui s'occupe de plein de choses, de déchirer des tickets, de vendre des tickets et de nettoyer. Le vomi, Voilà. parfois. Bonjour à tous. Comment vas-tu, Marie? Eh bah très bien, un petit peu de fatigue, mais... Bon, comme tous les bien. jours lorsqu'on travaille dans un cinéma. Même comme tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment dire? Avant même sa sortie, ce film faisait presque pas autant, mais quasiment au même niveau polémique que la version féminine de Ghostbusters. C'est-à-dire que les gens ne voyaient pas l'intérêt. Ils se disaient pourquoi faire revivre quasiment plus de 10 ans après la fin de la série des personnages qui auraient vaguement une certaine connexion avec ceux des originaux réalisés par Steven Soderbergh, qui sont devenus pour la plupart cultes, en tout cas au moins le premier, les deux autres voilà, sont plus discutables pour la plupart des fans, mais le premier en tout cas est culte. Donc en fait, quel était l'intérêt? Avec aux commandes Gary Ross qui est surtout connu en fait pour avoir réalisé le premier volet de la saga Hunger Games, même s'il a fait d'autres films très intéressants, mais c'est surtout celui-là en fait pour lequel il est connu dernièrement. Et tout ça en fait réunissait une espèce de packaging où on se disait vraiment quel allait être l'intérêt en fait de cette suite, qu'est-ce que ça allait apporter à la saga, mais tout simplement en tant que divertissement, est-ce que ça avait une utilité? C'est dans ce contexte très flou que je me tourne vers toi Marie, et que je te demande ce que tu as pensé dans sa globalité de ce Ocean's 8. Dans sa globalité. Comme je disais, je sais pas exactement ce que j'en ai pensé. Hein, et puis, ça vous pose déjà de la base. Non, je pense que j'ai bien aimé parce que j'ai passé un bon moment en fait. Par contre, voilà, comme je te le disais aussi, je trouve qu'il y a des personnages qui sont peut-être pas forcément très intéressants et qui sont amenés de façon un peu bizarre. Qu'au début tu te dis qu'elle va faire ça pour le kiff et que c'est super cool et puis quand elle sort de prison déjà tu vois ce qu'elle vole et en fait tu commences à comprendre pourquoi elle veut peut-être recommencer à cambrioler ou autre et là tu te dis que ça va peut-être pas être ouf mais que elle va pas être seule et que peut-être que les autres auront d'autres envies. On va dire, un peu moins stéréotype féminin. Oui. Je pense qu'on va orienter beaucoup là-dessus, malheureusement, cette chronique. On commence le film avec beaucoup d'espoir, je pense. Mais au fur et à mesure, ces espoirs, bah, tu vas pas me contredire là-dessus, ils sont quand même... Enfin, même si le film, en fait, est un bon divertissement, pour vous faire simple. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas, le rythme est plutôt bien amené, l'ensemble tient la route. Mais comme Marie le dit si bien, en fait, au début, nous avons une base intéressante, qui s'avère rapidement devenir en fait un espèce de prétexte pour ramener une série d'événements qui n'ont pas grand chose d'intéressant. Et là-dessus, tu vas pas me contredire. Non, je te contredis pas. Ouais. Absolument pas. C'est en fait le seul souci, et là-dessus j'ai bien envie que tu me soutiennes, c'est que encore une fois on se retrouve avec un film assez loin finalement de Ghostbusters version féminine, parce que le Ghostbusters version féminine était tout de même un Ghostbusters, c'est-à-dire que la seule chose qui changeait c'était que c'était des filles. Mais en soi l'esprit y était, il y avait une certaine verve qui tenait la route, et là le souci c'est qu'en fait on pose ça dès le début, là où Danny et sa bande faisaient de la cambriole pour l'être humain, entre guillemets, pour un intérêt humain, qu'est-ce qu'ils font là, Marie, les personnages de Ocean's 8?
Eh bien, elle cambriole pour pouvoir s'acheter de jolis vêtements, de jolis rouges à lèvres et de jolis parfums. À part qu'il y en a une qui s'achète une moto quand même. Et l'autre un bar. Et l'autre un bar. Mais au final, bah voilà, comme tu disais pour Ghostbusters version féminin et tout ça, là pour le coup, Ocean 8 ça change quand même quelque chose. Et on sent que justement elles font pas ça forcément pour le kiff, pour l'adrénaline ou autre quoi. C'est ce qu'on espérait au début et au final... Bah, y a Debbie qui fait ça. On nous demande dès le début et on tient à peu près la route, quoique par moment on se pose des questions. Ouais, on se pose quand même des questions, je trouve. Mais on tient ça et en fait on se rend compte que les 3/4 des autres personnages c'est uniquement ça. Et c'est étrange la manière avec laquelle c'est placé parce que, entre guillemets, l'idée est de placer un certain groupe de personnages qui n'ont pas comme métier de base de cambrioler ou en tout cas de braquer des banques comme c'était un peu le cas dans les Ocean's premier du nom, où on avait cette sensation en fait que c'était chacun leur cadre dans leur catégorie. Là on a plus cette sensation que ce sont des filles qui viennent un petit peu d'à gauche et à droite, qu'elles ont d'autres métiers. Il y en a une qui est un peu magicienne de rue, il y en a une autre, elle s'occupe de diriger un bar clandestin, il y en a une autre, c'est une hackeuse plus ou moins renommée. On a cette sensation là qu'elles viennent toutes de milieux plus ou moins underground et que du coup il pourrait y avoir cette envie de montrer des personnages qui ont envie de se sortir de la merde, sauf que du coup leur seule motivation, c'est gagner du fric. C'est gagner du fric. Et je te disais aussi que je voulais vraiment passer sur ce point-là, quoi. C'est que on comprend pas comment... elles sont amenées hyper vite dans l'histoire. Et le film te dit un peu... ouais, bah c'est comme ça, et pose pas de questions. En fait, le principal, c'est qu'elles vont braquer... elles vont voler quelque chose, quoi, et voilà. Et tu te concentres pas sur le reste, sur comment elles se rencontrent, si elles sont vraiment fortes dans leur domaine, si elles sont vraiment importantes dans l'histoire, non. Non. Mais quel magnifique moyen d'amener le scénario en fait. C'est magnifique, bon. mais quelle magnifique transition. Donc le scénario est écrit par Gary Ross et Olivia Milch, et comme tu le dis si bien, en fait, je pense que la plupart des problèmes inhérents au film viennent de cette écriture. Alors ce qui va être intéressant, c'est que moi je vais vous donner un point de vue qui va plus être en rapport avec les premiers Oceans, et Marie va essayer plutôt d'appuyer sur la découverte entre guillemets du concept et de la manière avec laquelle c'est situé à ce niveau-là. Et j'ai bien envie de te lancer d'abord là-dessus, dans l'ensemble. Est-ce que tu as eu la sensation que le scénario avait un réel intérêt ou que c'était plus simplement un enchaînement de petites scénettes qui amenait à cette grosse scène de braquage? J'ai eu plus la sensation que c'était un enchaînement de scènes, parce qu'en plus de ça, il y a énormément de dialogue et du coup, en fait, je pense que le rythme, il n'est pas hyper bien géré par rapport à ça, justement. Et donc, ouais, c'est un enchaînement de scènes où, voilà, on comprend pas d'où elles viennent. Et du coup, bah oui, elle parle, si tu veux, elle parle... comment ça s'appelle? Tu cherches les personnages. Eh oui, tout à fait. Personnage principal. Le Debbie. Oui, voilà, Debbie. Donc elle pose à tout le monde le plan. Donc les autres font que le suivre en fait. Mais justement, les personnages, ils sont pas tous crédibles. Hein. On va peut-être en parler après au niveau des actrices. Mais on peut même en parler en tant que personnage parce que la crédibilité vient aussi de l'écriture des personnages. Je sens que de la part de Ross et Milch, il y a un gros souci de crédibilité quant au contexte dans lequel sont emmenés les personnages. Parce que tu l'as si bien dit en fait. Le souci, c'est que dans le premier Ocean, et là j'apporte le point comparatif, dans le premier Ocean, la manière avec laquelle sont amenés les personnages, c'est du tac au tac. C'est-à-dire que t'as un personnage, puis un autre personnage, puis un autre personnage, puis un autre personnage, et en fait c'est des petits sketchs, la manière avec laquelle les personnages sont amenés. Les deux jumeaux mormons, ils sont amenés comment? En faisant une course entre une mini bagnole et un énorme pick-up. Je sais pas, t'as tous les personnages comme ça qui sont amenés par le biais de petites scénettes où en fait où on les resitue, on leur remet dans le contexte. Yen est amené en montrant un petit spectacle qu'il fait dans un cirque. Je sais pas, t'as tous ces personnages-là en fait qui sont simplement situés par le biais d'un contexte qui va permettre de tout de suite montrer quel est leur talent, et en plus de ça, de montrer de manière comique comment l'utilisation de ce talent peut avoir un intérêt au sein du film. Et là, c'est peut-être juste, on montre les personnages, voilà, on présente les personnages et c'est tout. Et il y a un dialogue. C'est tout. Et il y a toujours un dialogue. Et il n'y a pas forcément... Et toujours qui dit la même chose, en fait, c'est ça le souci. Ouais.
C'est le plus gros problème, c'est que c'est un dialogue, enfin je sais pas, allez, je vous donne un personnage pour être précis. Le personnage de celle qui s'occupe de checker les bijoux en fait, et de refaçonner les bijoux. Ce personnage-là, on nous la présente dans un premier temps dans le magasin dans lequel elle check les bijoux. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est que là où on pourrait tout de suite nous montrer un truc où genre elle serait hyper douée, elle serait capable d'identifier tel bijou, ou je sais pas, de fabriquer un bijou très rapidement, on préfère nous la couper en plein mouvement, la faire descendre pour revoir Debbie, et Debbie lui explique le plan. Donc du coup, nous, on n'a pas vu en fait ce qu'elle sait faire. On nous explique en gros qu'elle est capable de vaguement diagnostiquer un bijou et le refaçonner, mais on ne nous le montre pas. Et c'est ça le gros problème. Et à la limite, voilà, justement, tu disais que c'était un peu fait toujours de la même manière, mais au moins que ce soit fait correctement, genre... Bah, et pareil, parce que du coup, c'est pas toujours fait exactement de la même manière dans ce cas-là. Enfin, c'est ça. Mais j'ai envie de remontrer l'exemple dans Ocean's 11, quand Danny rencontre Linus, le personnage de Matt Damon. Matt Damon est un personnage qui en fait vole les portefeuilles des gens. Et en gros, voilà, on nous le présente comme quelqu'un qui plotte des Golden Boy, comme le dit si bien Danny Ocean. Et la scénette est amenée comment? On comprend que c'est quelqu'un qui vole les portefeuilles des gens en se cognant aux autres. Et Danny, qu'est-ce qu'il fait? Il se cogne à lui, il lui choure son portefeuille et il lui glisse une petite carte. Rendez-vous à cet endroit-là. Tu as placé le contexte du personnage, quelle manière avec laquelle il va impacter le récit, point. Pas forcément besoin de dialogue du coup. Bah pas besoin de dialogue. Mais ouais, non, mais c'est l'énorme souci. Et au-delà de ça, et là par contre on va rentrer... Bon, c'est pas vraiment du spoil, c'est simplement évoquer la manière avec laquelle la scène de cambriole est située. Il n'y a pas d'impact dramatique. T'es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, tout à fait. C'est... À part le moment dont je t'avais parlé, Oui. on a l'impression que peut-être il y a un personnage qui va... Il y a vaguement une petite scène où on a Ouais. la sensation qu'il y a un personnage qui peut se retourner et leur faire un coup de couteau dans le dos. Mais... À part ça, tout se fait déjà super vite. Peut-être beaucoup trop vite et très simplement et toujours de la manière dont ça devrait se passer. Bah en fait c'est ça, tu le disais si bien dans la voiture et je trouvais qu'on était plutôt juste là-dessus. Le seul problème c'est que Debbie est quelqu'un qui est un cador, elle a passé 5 ans, 6 mois et 12 jours à préparer ce braquage, elle a tout prévu, on sait d'avance tout ce qui va se passer, il n'y a rien qui se met dans son chemin. Et du coup, on montre pas qu'elle peut, bah du coup on sait pas, hein, mais si c'était vraiment un cador, elle saurait s'adapter à la situation. Alors il y a un moment où on nous montre qu'elle s'adapte à la situation, mais c'est parce qu'il y a juste deux serveurs qui sont en train de causer dans un couloir. Oh là là, Oui. oh, le retournement de excuse-moi. situation, j'ai le palpitant qui s'affole, mon dieu, il y a deux mecs qui sont en train de discuter de bœufs. Deux jeunes qui discutent de bœufs, waouh. Juste à leur dire, je vous paye pas pour parler. Ah non mais ouais, mais là vraiment c'était vraiment le moment où on s'est dit mais pourquoi amener je sais pas, une bascule dramatique qui finalement est du On genre... a beaucoup ri d'ailleurs. Hein, Pouet, ils discutent de bœufs, ça va bouleverser tout le plan. Hein. Ah non mais ouais. Mais en plus, tout au-delà de ça, il y a vraiment cette sensation en fait que Ross et Milch, ils ont pas réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir sur le spectateur, ils se sont juste dit, le spectateur il va avoir des étoiles dans les yeux. Ouais et non, ça fait pas rêver en fait de voir un personnage qui a tout prévu à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est justement quand il y a des petits accros, ou que ce qui peut sembler être des accros deviennent des éléments qui permettent au récit de gagner en impact. Dans le premier Ocean's, lorsqu'il y a l'intervention de la police, on se dit qu'ils sont vraiment dans la merde. Et là, il n'y a pas ça. Ah non, il n'y a pas de moment où tu te dis qu'elles sont dans la merde, hein. Clairement pas. Le seul moment où on peut vaguement se dire ça, c'est quand on arrive à la fin et qu'il y a le pseudo-retournement de situation qui nous montre que dans le plan, il y avait un autre plan. Mais très honnêtement... Ah oui, et puis ça, on va peut-être éviter d'en parler. Hein. la scène te dit, oh regarde... On a gagné de l'argent, gagnons encore plus d'argent. Et il y a une autre personne qui se rajoute, qui s'est rajoutée. Mais en fait, on s'en fout. Ouais, c'est ça le souci. Bon, vous l'aurez compris, le scénario, on l'a pas vraiment aimé sur ce film. On considère que c'est vraiment le gros problème. Passons à quelque chose de plus positif. Gary Ross, en termes de mise en scène. Alors, il avait un gros poids sur les épaules parce que Steven Soderbergh, si vous connaissez un petit peu son travail, c'est un plasticien. N'importe lequel de ses films, on en parlera prochainement avec Paranoia, mais n'importe lequel de ses films est un parti pris esthétique. Lorsque vous regardez le premier Ocean's, c'est un film qui a une gueule. Et lorsque vous mettez Ocean's 12 à côté, c'est pas le même film.
c'est un réalisateur qui sait se réinventer. Et quand vous mettez Ocean's 13, c'est pareil. C'est un mec qui sait utiliser des effets de style de cinéma qui s'enchaînent plutôt bien les uns avec les autres. Quand on regarde le style du film de Gary Ross, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a une certaine gueule. Ah, je trouve qu'il y a une gueule. Et même au niveau de certains plans, justement comment elles sont filmées les filles, je trouve qu'il y a une gueule, oui. Ouais. C'est agréable à regarder. Après, moi je mettrais tout de suite un bémol. Gary Ross a découvert des effets de montage qui sont dignes de Movie Maker. Et alors là, par contre, c'est impardonnable. Parce que autant les split screens, ça va, ils sont plutôt bien gérés. 2-3 idées qui sont intéressantes dans les enchaînements. Alors à la fin, lorsqu'on a les petits switches de plans avec les effets ou genre les déformations de l'image se retourne. À ce moment-là, tu m'as entendu en plus, j'ai rigolé. Oui, tout à fait. T'es vraiment en train de me dire, ok, RIP le monteur, pauvre monteur. Calme-toi, c'est de... Non mais pauvre monteur à qui on a dû dire, vas-y, mets un effet comme ça où l'image se retourne et le monteur avec la larme, tu sais, qui coule sur l'œil. J'utilise quel logiciel? iMovie. Pas iMovie, tout sauf iMovie. Mais en fait, c'est le seul bémol, parce que sinon, je trouve, et ça rattrape pas mal des points négatifs du scénario, le montage, la rythmique de la mise en scène, l'enchaînement des plans, l'utilisation de la musique, crée un rythme qui rattrape beaucoup des maladresses de dialogue et d'enchaînement de scénettes, je trouve. On a vraiment cette sensation que Gary Ross, il s'est dit... Mon scénar peut-être qui tient pas la route, mais le montage à côté tiendra largement la route. J'ai beaucoup aimé la musique d'ailleurs, juste en parler comme ça. Oui, non, mais Daniel Pemberton a composé une très bonne musique, même si ça vaut pas, je trouve, les compositions musicales de David Holmes, et d'ailleurs lui-même en prend conscience, puisqu'à plusieurs reprises, il reprend carrément des musiques de Ocean's 13, de Ocean's 12 et de Ocean's 11. Donc, je pense qu'il s'en cache pas. Mais tout Après, ça... ça va bien dans l'ambiance du film, du coup, voilà, on peut pas forcément critiquer ça. En fait, on peut pas vraiment remettre en cause la mise en scène, c'est le truc qu'on s'est dit en sortant du film, parce que autant le scénario, on peut appuyer sur des détails ou des éléments qui font qu'on n'apprécie pas en fait ce qui se passe parce qu'il n'y a pas d'impact dramatique ou des choses comme ça. Autant en termes de mise en scène, je trouve que Gary Ross, c'est pas du niveau de Soderbergh, mais il a au moins le mérite de proposer une mise en scène qui tient la route et qui tout de même arrive à rattraper des grosses erreurs de scénario qui sont quand même flagrantes. Et que lui, derrière, avec son travail de montage, de scénographie, d'enchaînement des plans, même dommage, c'est très subtil, mais il y a des plans, à certains moments, qui rendent vraiment hommage au travail de Soderbergh. Il y a 2-3 scénettes où on se dit, ce plan-là, ça me rappelle Ocean's 12. Ce plan-là, ça me fait penser à cette scène-là dans Ocean's 13. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont très intéressants. Après, le seul problème, et alors là, c'est inhérent à la mise en scène, mais également au scénario en un sens, et on en parlait dans la voiture, le tout digital crée un effet qui a tendance à avoir moins d'impact sur le spectateur. On était d'accord là-dessus dans la voiture. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé et oui, je suis plutôt d'accord avec toi. On a cette sensation en fait que constamment les personnages, ils peuvent tout régler avec un téléphone ou avec internet ou avec une caméra ou avec tel truc. Alors qu'ils auraient pu peut-être... Ah oui, alors oui, ils auraient pu aller là-dessus totalement, hein, mais c'est pas grave, enfin de toute façon... Ils n'allaient pas faire un film comme en 2001. Oui, c'est ça. De toute façon, ils n'auraient pas pu, mais ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu aller plus loin. Plutôt que d'avoir des scènes prétextes où Rihanna va foutre un micro en se faisant passer pour une agente d'entretien, ce qui nécessite, à mon avis, énormément de travail, parce que ça veut dire qu'il faut connaître les rondes des différents mecs qui s'occupent de faire l'entretien. Il faut arriver à chourer la carte du mec à ce moment-là pour la filer à Rihanna, qui va ensuite rentrer dans le building. Il faut croiser les doigts pour qu'en plus, il ait laissé sa petite balayette pour faire en sorte qu'on puisse faire le tour et trouver la bonne pièce au bon moment. Et en plus, pour juste foutre un micro derrière une poubelle, ça fait beaucoup de travail uniquement pour un micro derrière une poubelle. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que, je crois que je l'ai dit, qu'elles sont peut-être pas forcément importantes ou si fortes dans leur domaine en fait. Ouais. Parce que c'est codé, oui d'accord. Enfin, c'est pas... Elle-même, elle le dit au début du film, c'est tout. C'est facile. T'as capté ou pas? C'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'elle dit, c'est tout. Et tu dis, ah ouais, non mais d'accord, bah ok, c'est assumé alors. Ah mais ça doit être ça. Mais c'est encore une fois dommage parce que ce sont vraiment des petits éléments qui pourrissent la moindre d'un film qui est pétri de bonnes intentions, on le sent, et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais le film est divertissant. Vraiment, on s'ennuie pas. Il y a des dialogues où on se dit ça sert à rien, mais pour autant, lorsqu'on ressort du film, on se dit pas
c'était complètement inutile. On se dit que ça a au moins permis d'introduire un personnage et que derrière, il y a un enchaînement qui permet que oui, ce dialogue est peut-être un petit peu long, mais il permet à tel personnage ensuite d'être mieux introduit. Il y a vraiment cette sensation de voir un film qui constamment en fait se tire une balle dans le pied, a une bonne idée et derrière conçoit un truc qui dédramatise ou décrédibilise cette idée. C'est triste à voir franchement. Et c'est comme on disait, ce sont des films qui sont potables. Comme le dit si bien le spot publicitaire qu'on avait juste avant en plus. Oh oui, mais oui. Mais tout est lié. Le film est potable. Mais oui, ça veut pas aller plus loin. J'ai l'impression en tout cas. Ça veut pas aller. C'est un bon film du dimanche soir. Et ça, c'est triste. Voilà, c'est le film que tu regardes comme ça. Sur TF1, entre deux pages de publicité, le dimanche soir, et tu te dis, oh bah ça va, c'est fandard. Avec quand même un peu plus de suspense. Un peu plus de suspense, c'est-à-dire que quand la pub arrive, tu fais, oh non, la pub est là. Oh dommage, tu vois comment ça se passe la suite. Ouais, j'avais tellement peur pour elle. Bon, c'est clairement pas ça. Ouais. Clairement pas ça. Le casting, qui lui est plutôt bien dans l'ensemble. En fait, c'est après un autre souci. Bon. Je pense que l'humanité entière va avoir envie de dire une seule chose. Première chose, Gary Ross, bonne idée de ne pas donner de dialogue à Rihanna. Par contre, Gary Ross, deuxième chose, mauvaise idée de donner un rôle à Rihanna. Parce que Rihanna ne sait pas jouer. Et Rihanna n'arrive même pas à tenir son personnage du début à la fin. Parce que ça sert à rien d'en faire une gangsta reggae woman. Le bédo que tu trouves en face à trappe. Oh Minès, non mais la vache, mais ce bédo qu'elle se tire, mais c'est même pas un bédo. Tu sais même pas à quoi il est chargé son truc. Il n'a pas l'air très chargé d'ailleurs. Ou alors elle est très très habituée. Ou alors il est surchargé, je sais pas, mais le machin fait cette taille-là, quoi. C'est un barreau de chaise le bédo. Tu n'exagères pas. Et le souci, c'est qu'elle est dans le cliché. Et que derrière, elle va être capable de se faire les ongles en plein milieu d'une scène de braquage. Comme si le personnage n'était même pas capable de tenir. C'est Rasta de... Enfin bon. Rihanna est peut-être l'actrice la moins crédible de tout le film. À égalité quand même, je trouve, avec James Corden. Dans l'inspecteur des assurances le moins potable de l'histoire de l'humanité. Parce que honnêtement, James Corden, déjà, il joue pas très très bien. Et j'avais beaucoup de peine d'ailleurs en pensant aux gens qui sont tapés de la version originale de Pierre Lapin. Parce qu'avec sa voix, ça devait être sacrément insupportable. Oui. Ça me donne pas envie. Ah, on est d'accord, ça donne pas envie la VO de Pierre Lapin. Non. Mais après, je trouve que les autres actrices sont bien. C'est à quelle toi que tu retiens en premier d'actrice où tu t'es dit vraiment celle-là, elle a un rôle qui est excellent. Je ne connais pas son nom. C'est Sandra Bullock qui joue Debbie. Non. Kate Blanchett. J'ai adoré sa gueule dès le début du film, par contre, effectivement, à Debbie, mais Kate Blanchett, c'est la blonde. La blonde, ouais. Voilà, Kate Blanchett. J'ai trouvé qu'elle faisait vachement Joan Jett dans sa manière d'être. Clairement, moi j'ai vu direct. Elle a une super dégaine. Avec sa petite cravate, ouais, non. Mais c'est celle qui ressort le mieux du film, je trouve. J'ai trop adoré. Ouais. C'est vrai que même Sandra Bullock qui est bien, il n'y a rien à en redire. Sandra Bullock, c'est une actrice qui a réussi à remonter une sacrée pente quand même depuis The Blind Side, parce qu'avant The Blind Side c'était la catastrophe, entre le About Steve et toutes les Miss Détectives, c'était une catastrophe, sa carrière. Elle a réussi à remonter la pente, mais de manière phénoménale, et là elle est encore une fois excellente, et elle démontre qu'elle a un putain de talent d'actrice, mais genre vraiment. Après moi j'ai beaucoup aimé au niveau des actrices secondaires Awkwafina, celle qui joue la Maestro des cartes. Ah oui. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé excellente. Ouais. Après moi mon coup de cœur, mais alors ça fait depuis des années que je la trouve excellente cette actrice, c'est Mindy Kaling, qui joue celle qui s'occupe des bijoux, que je trouve juste excellente. Elle est très crédible, elle, par contre. Très très crédible, elle a un putain de rôle, mais cette fille a un talent comique inné. Elle est capable en une réplique de te faire mourir de rire. Enfin, je suis désolé, mais cette fameuse réplique du mais il y a beaucoup trop de gens cool là-bas, on peut pas aller au bal plutôt que de faire un braquage. C'est une petite réplique, mais elle la sort de manière tellement subtile. Moi, je trouve cette actrice est hyper talentueuse et il faut qu'on lui file plus de rôles, tout simplement. Et elle, pour le coup, elle est vachement en mode femme. Enfin, la femme qui te dit je t'emmerde. Bah, c'est peut-être la moins cliché en fait de tout le film, je trouve. Ah ouais, en termes de profondeur de personnage, c'est peut-être la moins cliché. Avec, et là je dirais bravo à Anna Thaoué de jouer ainsi. Anna Thaoué joue très bien Lapin Bêche, mais elle est à mourir de rire. Ah ouais. C'est assez jubilatoire de l'avoir joué comme ça, mais
elle a quelque chose, mais elle arrive vraiment bien à jouer avec sa posture et le fait qu'on lui donne un petit peu une... Bah, au final, c'est pas loin de l'image qu'on a tendance à vouloir malheureusement lui donner, parce qu'au début de sa carrière, on avait tendance à dire c'est une pain-bêche au gros nichon Ouais. qui est juste là en fait pour faire la belle. Et au final, elle a su démontrer au fil d'une carrière qui a été beaucoup plus de ça. Merci Christopher Nolan de l'avoir mis dans Interstellar. Mais passé ça, vraiment, elle a une très belle interprétation et je trouve que, enfin, dans l'ensemble, le casting est bien, hormis Rihanna et James Corden, qui eux, faut les, voilà, faut vraiment les mettre de côté. Et tu remarqueras qu'il y a un certain point commun parce que James Corden, à la fin, enfin, comme je te disais quand il arrive, parce que c'est à ce moment-là qu'il arrive, tu dis quand il parle pas, c'est bien. Oui. Quand il parle pas et qu'il arrive, tu dis oui, bon, oui, Ça j'aime passe. bien. Ça passe. Et en fait, plus il parle et plus tu te dis, ouais, non, on n'aurait pas trop dû lui donner de dialogue. Oh non. Oh non, 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 non. Comme Rihanna. Oh oui, oh oui, oui, oui. Bon, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur Ocean's 8. Qu'est-ce que tu en gardes, du coup, Marie, de Ocean's 8? Plutôt un bon divertissement, plutôt un film trop bancal, plutôt une œuvre qui avait un potentiel et qui l'a gâché? Non, un bon divertissement. Je pense que je le conseillerais, mais sans Les fans de Ocean's, allez passer votre chemin. Vous allez détester ce film, je suis sûr. Les autres, essayez. C'est un bon divertissement. Ouais. Punaise, j'ai synthétisé ta fin, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Oh mon dieu, je m'en allais. Tu m'invites dans ta vidéo, donc ça va. Non mais voilà, en fait c'est ça. C'est les fans des 3 premiers Oceans, passez votre chemin. Vous allez trouver ce film sirupeux, inutile, cliché, grossier. Les féministes, alors là, je pense qu'il faut vraiment passer votre chemin parce que vous allez gueuler tout au long du film, parce que donner en 2018 des motivations comme uniquement la thune à un groupe de personnages féminins, ça fait mal au cœur. Ça aurait pas dû passer, je pense. Je pense qu'il y a un moment, il y a un producteur qui aurait dû faire Nope. Nope, ce n'est pas logique. On n'arrête pas de nous dire qu'on est sexiste avec les affaires Weinstein et on va quand même pas refoutre des histoires de meufs qui veulent uniquement braquer pour la thune. Si. Non, il y en a une qui veut une moto, Valentin. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y en a une qui veut une moto et une autre qui s'achète un bar. Voilà. Voilà. Mais ça reste quand même pour la thune. Oui. Malheureusement. Mais passer ça, c'est un bon divertissement, c'est plutôt bien rythmé. Gary Ross arrive plutôt bien à reprendre les commandes. Après, c'est des gros soucis d'écriture qui viennent plomber un film qui est pétri de bonnes intentions, mais qui n'arrive pas à tenir complètement la route jusqu'au bout à cause de ça, mais qui se rattrape avec la mise en scène et quand même une grosse partie du casting en enlevant Rihanna et James Corden. Je crois qu'on les aura vraiment plombés, ceux-là, c'est catastrophique. J'espère qu'on va pas avoir foutu leur carrière en l'air. James Corden fait un très bon late show. Si vous ne connaissez pas, regardez, c'est très drôle, mais en tant qu'acteur, c'est acheté à la poubelle. Mais voilà, au bout du compte, Marie, tu me soutiendras là-dessus, on vous conseille quand même de voir Ocean's 8 de Gary Ross. Ça reste un bon divertissement, et c'est plutôt sympathique à voir en salle. Peut-être ça sera plus sympathique à voir à la télé un dimanche soir, mais voilà, en salle, pourquoi pas. Merci Marie. Mais merci à toi. D'avoir apporté ton point de vue féminin et également cinéphile à cette petite vidéo. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. À plus. Oh, elle me vole mes répliques. Non mais sérieux quoi, elle me vole mes répliques. C'est moi qui dis à plus d'habitude. Oui, mais dans mes vidéos, c'est moi qui dis à plus, ok?